précédemment dans Oh, je rigole. Allez, on enchaîne. T'es mauvais. Pas le droit de pleurer, de chouiner, de rire. Pierre, présent. Pierre. Je suis Iron Man. Maman disait toujours, Yippee pauvre con. La grande fête, avec le piment de l'ultra-violence. Si t'as des volontés à exprimer, une prière que t'aimes bien, ou un mot historique à balancer, magne-toi, ça va péter dans 15 secondes. Splendide. Alors voilà qui conclut la première partie sur les sorties de l'été. On enchaîne sur la deuxième partie du podcast, sur les plutôt des réacs et d'annonces. Donc on a trois annonces sur lesquelles on voudrait revenir et réagir. La première, la plus simple, parce que je pense qu'on n'a pas du réac pur et dur, la suite de The Social Network. On a une idée dont on voudrait vous parler. Ce sera en ligne d'une minute à l'autre. Ça va faire du bruit. À qui on envoie en premier ? Juste à une ou deux personnes. La question est, à qui ils vont le faire suivre ? Fou, genre... Ça c'est pareil, ça c'est pour le coup c'est vraiment un épisode de South Park ça. Ouais. C'est une suite à Social Network. Rien que quand il pense, tu vois, genre le premier film, déjà, l'annonce du premier film, je me rappelle pas parce que j'étais plus jeune au moment où c'est sorti, mais c'est pareil, genre t'es à l'époque où t'as Facebook qui est en pleine effervescence, on te dit, on fait un film sur Facebook, tu dis, ok. Et là, parce qu'apparemment, en fait, ça va aborder le sujet de l'intelligence artificielle. Alors pas que, je me suis renseigné un peu sur ce que ça va aborder, mais on peut peut-être faire un point vite fait sur le premier film, resituer un peu le premier film. Bien sûr. Je suis pas fan. Mais il y a eu un vent de haine qui m'a traversé. Waouh. Non, en fait, je pense vraiment qu'il faudrait que je le revoie parce que je l'ai vu. Je pense aussi. J'ai pas dû le voir dans les bonnes conditions ou avec le bon état d'esprit. Je pense pas. Je pense vraiment qu'il faudrait que je me replonge dedans, que je le revoie. Mais je sais qu'à mon premier visionnage, j'étais en mode, je sais pas. Mais en fait, le truc, c'est que Mark Zuckerberg est quelqu'un de très problématique, genre d'autant plus aujourd'hui. Oui, bien sûr. Oui. Et en même temps, il y a un peu ce côté genre petit génie qui est l'ancien Facebook. Quoi qu'on en dise, c'est quand même Facebook. Puis dans le film, il y a un côté petit con. Oui, bien sûr. Un côté petit con, c'est évident, que Jesse Eisenberg arrive parfaitement c'est le meilleur. Je pense que trouve. c'était le meilleur choix possible d'acteur. Je savais pas en fait si le film, je sais pas, genre mettait en avant Zuckerberg ou quoi, genre c'était un feeling très particulier. Est-ce qu'il était présenté comme une bonne personne ou pas, voilà. Là où le film se tourne, ouais. Ok. Moi, j'adore ce film. J'adore ce film. Mais il faudrait que je le revoie. Faudrait vraiment que je le revoie. J'aime beaucoup ce film parce que, alors déjà, oui, le personnage de Mark Zuckerberg est présenté comme un petit con et le casting est extraordinaire. Je veux dire, en fait, le trio Justin Timberlake, Andrew Garfield, Jesse Eisenberg, il marche du feu de Dieu, je trouve. La capacité de Fincher à retranscrire par le montage, tu sais, parce que le film est imbriqué en procès. À tout imbriquer comme ça, c'est vraiment magnifique, tu vois. Il y a un déroulement, un rythme qui est fou. Et en particulier, grâce au dialogue d'Aaron Sorkin, immense scénariste, Aaron Sorkin, qui a été scénariste notamment du film sur Steve Jobs de Danny Boyle, c'est ça, dans le même genre. Mais de plein d'autres films. Il a réalisé notamment Les 7 de Chicago, qui est sorti il y a quelques années sur Netflix, et il avait bossé sur la série À la Maison Blanche, qui est un peu plus vieille, mais pour le coup. Et c'est un scénariste qui est habitué à traiter de sujets très complexes. C'est ça, il reste dans le politique des sujets qui sont pas faciles à aborder en vrai. Ouais, c'est un réalisateur très politique, quand même, Aaron Sorkin, mais qui te simplifie le complexe, tu vois, qui va te prendre un sujet très compliqué, que tu te dis, oula, je vais rien comprendre, et il va te le simplifier en te mettant un rythme qui est fou. Et donc là, il a été annoncé par Sony Pictures comme travaillant sur un Social Network partie 2. Donc le premier Social Network, on peut dire le premier Social Network, c'est très bizarre. C'est fou, oui. C'est sur Mark Zuckerberg et comment il a créé Facebook, le pourquoi, le comment, quel problème ça a engendré. Et les répercussions du coup Alors les répercussions, pas tellement, parce qu'en fait, on voit plus les répercussions vis-à-vis de lui, pas vis-à-vis de Facebook en lui-même. Et c'est là que c'est hyper intéressant, c'est que le deuxième devrait se tourner justement sur les répercussions de Facebook dans la vie quotidienne. On ne sait pas si Jesse Eisenberg va reprendre son rôle. Il a dit qu'il ne voulait plus être associé à Mark Zuckerberg. Ouais, ça, il avait dit. On peut pas lui donner, on peut pas lui en vouloir. Voilà. Mais le deuxième film devrait s'intéresser notamment au voilà. Oh. Le deuxième film. C'est pas un nom de famille pourtant. Non, c'est pas si compliqué. Le deuxième film devrait s'intéresser notamment aux Facebook Files, qui ont été dévoilés par le Wall Street Journal, qui en gros sont des études qui sont sorties, comme quoi Facebook
qui maintenant est Meta, avec Instagram, WhatsApp, tout ça, était parfaitement au courant que, en gros, les réseaux sociaux avaient un impact négatif sur la mentalité des adolescents, tout ça, et qui ont volontairement choisi de l'ignorer. Ouais, c'est un truc. Il y a aussi des rumeurs comme quoi ils auraient laissé l'accès à certains VIP, le droit de dépasser les règles de Facebook, d'Instagram, etc. Et puis aussi par l'algorithme de mettre en avant des contenus haineux juste parce que ça fait des clics et parce que ça engendre des... C'est vraiment un monde genre très particulier, tout ce qui est genre réseaux sociaux, quand on parle des GAFAM, où c'est genre c'est pas des gouvernements, c'est pas des États, mais genre t'as l'impression que c'est au-dessus de tout. Ouais, c'est même au-dessus des gouvernements, c'est au-dessus des présidents, tu vois, quand Twitter par exemple avait banni le compte de Donald Trump. Ouais. Et tu te dis putain, genre le président, tu vois, des États-Unis d'Amérique, qui est quand même censé être l'homme le plus qui est représenté comme l'homme le plus puissant du monde. Du monde, voilà, genre on lui prive de ça, voilà, quelqu'un peut le priver de ça. Il se fait ban Twitch. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il va passer dans le tribunal des bannis de Twitter en disant Elon, mon pote, je sais qu'on est en mauvais terme, mais s'il te plaît, laisse-moi revenir. Il est revenu de toute façon. Il est revenu, on spoil, il est revenu. Mais t'as l'impression que c'est vraiment genre intouchable. Même si j'ai pas apprécié, désolé, le premier film, je suis quand même très curieux et très hâte de voir ce que ça va donner. Après, il faudra attendre un moment, parce que là, le projet vient seulement d'être annoncé. Donc, oui, c'est ça. Je crois que Aaron Sorkin a une méthode d'écriture, voilà, il se presse pas. En même temps, vu ce qu'il traite, j'espère bien qu'il va pas se passer. Vu le sujet qu'il a à traiter. Et il est annoncé alors à l'écriture et à la réalisation. Fincher n'est pas du tout rattaché au projet. Et en même temps, on va le voir par la suite, il va être assez occupé. Mais ça peut être hyper intéressant. Il y avait un film dont on avait parlé de Oliver Stone sur Edward Snowden, qui avait balancé les fichiers, tout ça, qui avait leaké des infos compromettantes. Moi, je pense à tout ça, tu vois, je me dis, ça peut être hyper intéressant d'avoir un film sur réellement l'impact des réseaux sociaux. Ça peut être un film plus dans ce genre-là, plus dans le film là sur Julian Assange. Ouais, bien sûr, oui. Que vraiment parce que The Social Network, c'est pas non plus un biopic. Non, mais alors, plus s'éloigner de ce format-là pour avoir plus un film politique, en fait, comme on l'a dit. Ça pourrait aussi s'intéresser à la journaliste qui a dévoilé justement les... Alors, c'était pas vraiment les Facebook Files qu'elle a dévoilé, c'était les Facebook Papers. Elle s'appelle Frances Haugen. Et c'est elle qui a remis au Congrès américain les Facebook Papers, donc où il y avait les études. Et notamment, ils ont été accusés d'être responsables de l'insurrection de janvier à la Maison-Blanche. Quand il y avait eu la prise d'assaut. C'est ça, ouais. Et ça a été très très lié à Facebook et à Meta. Donc je pense que, normalement, le film devrait aussi traiter de ça. Ça fait partie des choses qu'on voit beaucoup passer, l'insurrection du 6 janvier. Ah, puis il se passe tellement de trucs tout le temps que plus le film va mettre du temps à sortir, plus il aura de sujets abordés. Donc il faut pas non plus trop qu'il tarde. En fait, le problème de faire un film sur les réseaux sociaux ou sur tout ça, c'est que t'es très vite dépassé, quoi. Ouais. Ou alors faut se dépêcher et faire un film comme je sais plus son nom, qui avait réalisé Don't Look Up. Les bronzés font du ski. Pas du tout. Non, c'était pas ça. Ça n'a rien à voir. avec... Donc Look Up, The Big Short, voilà, Adam McKay, tu vois, genre un film dans ce genre-là, tu vois, genre. Donc on va rester un peu dans le domaine des suites. Des suites et des surprises. Et quelle suite? On va continuer. Alors toujours, on va rester dans la même flow de l'émission. On va s'interroger encore une fois. Et moi j'ai une pensée pour un compte Instagram qui s'appelle Le Tréma, qui se pose la question à propos des hétérosexuels. Donc j'aimerais lancer cette chronique. Suivez ce compte Instagram, Le Tréma. J'aimerais aussi qu'on lance notre petite chronique. Bienvenue dans... Est-ce que David Fincher va bien? Est-ce que David Fincher va bien? Qu'est-ce qui t'arrive, David Fincher? Est-ce que David Fincher va bien? Est-ce que David Fincher va bien? Et aujourd'hui, on s'interroge. Est-ce que David Fincher va bien, Rémi? Écoute, je pense que... Est-ce que d'ailleurs c'est pour ça qu'il est pas rattaché à The Social Network? Je pense qu'il est très occupé sur plein de choses. Alors, on a eu coup sur coup, pour résumer un peu, en 2019 sort ce qui aujourd'hui est en date le dernier film de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Sa propre adaptation en livre de son film est sortie un peu plus tard, donc qui est vraiment genre une nouvelle adaptation de sa propre histoire. Je vois pas lu, faut que je le lise. Tu l'as lu toi? Je l'ai, mais je peux te le prêter si tu veux. Avec plaisir. Il a très rapidement, dans la foulée,
que sa vitesse qui lui est propre, voilà, ils sont... Tarantino a ce truc de... voilà, il a un cerveau en effervescence et il parle tout le temps, toujours de projets qu'il veut faire et du coup on est tout le temps très déçus, très frustrés. J'ai très peu confiance en les projets de Tarantino parce que je crois qu'il y a plus de projets de Tarantino qui ont été annulés que de soirées avec mes potes qui ont été annulés. Star Trek, par exemple. Sûr. Et du coup, parce que Tarantino a toujours dit dès le début de sa carrière qu'il ne ferait que 10 films. Et là, il en est à 9, si tu comptes Kill Bill comme un seul et deux films, enfin comme un film en 2 parties. Je crois qu'il compte. Il le compte comme ça. Ouais. Il en est à son 9e film, et du coup, tout le monde attend son 10e, dont il avait commencé, dont le projet avait vraiment super bien avancé. Enfin, il avait tous les acteurs, il avait le scénario. C'était The Movie Critic. The Movie Critic, oui. Tout à fait. Qui du coup peut être repris dans. Mais voilà, parce que si j'ai bien compris, The Movie Critic devait être une pseudo-suite à Once Upon a Time. Parce qu'on parlait déjà du personnage de Brad Pitt qui aurait pu revenir. Donc ils avaient annoncé la plupart des acteurs, tout ça, vite fait le synopsis. Et du jour au lendemain, annulé. Et coup de massue. Oui, c'est vrai que ça a été hyper déceptif parce qu'on te tisse ce projet, on te dit... En plus, parler de critique de cinéma, tout ça, c'est quand même pour Tarantino un peu filmer une orgie pour un réalisateur de films porno, quoi, tu vois. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et là, quand le projet s'est arrêté... Ça a été très très dur à entendre parce que on se dit tous surtout que là on était autant, quoi. On était en mode là ça y est ça se concrétise, il y aura rien, ça va se faire et non on annule ça du jour au lendemain. Mais plot twist, le 1er avril venu de derrière les nuages, l'ange. Le 1er avril, David Fincher va réaliser Once Upon a Time in Hollywood 2. Alors, j'y ai pas cru. Quand je l'ai lu, j'y ai pas cru. Mais non, mais parce que le 1er avril. Parce que le 1er avril, une annonce. Qui fait des annonces officielles le 1er avril ? Déjà, leurs cinémas sont d'un opposé presque total. Hein. On est loin du joyeux footrack de Tarantino chez Fincher. Ce qu'ils ont en commun, c'est Brad Pitt qui avait gagné un Oscar pour son rôle de Cliff Booth dans Once Upon a Time. Et qui avait fait des discours dans toutes ses récompenses. David Fincher l'avait aidé pour ses discours. Donc, voilà. Donc, il était quelque part un peu proche du projet de par Brad Pitt. Ouais. Est-ce que c'est Brad Pitt qui l'a ramené ? Je crois que c'est un truc comme ça. J'avais vu un article passer où c'était Soderbergh. Donc pareil, genre encore quelqu'un qui se ramène dans l'équation. Mais fermez la porte, vous voyez bien que tout le monde rentre. Ouais, Martin Scorsese, assieds-toi, je t'en prie, c'est toi. Wes Anderson va t'arriver. Voilà, c'est produit par Spielberg. On ne fait pas de référence au premier Jurassic Park, s'il vous plaît. Tarantino aurait du coup ce script non utilisé de The Movie Critic / Once Upon a Time in Hollywood 2. C'est pas un nom de famille, j'ai quand même bugué dessus. Et je crois que voilà, c'est Brad Pitt qui aurait proposé ça à Fincher, qui n'avait visiblement rien à faire sur le moment et rien à dire. C'est-à-dire que t'as Brad Pitt qui boit un verre avec Fincher. T'as Tarantino qui passe par là, avec son scénario, puis qui fait genre bon, attendez, je vous fiche ça si vous voulez un peu de lecture. Et Fincher fait genre moi, je vais pas le lire. Brad Pitt lui dit allez, il fait tomber 100 pages de scénario entier. Tiens, quelqu'un a laissé tomber ça dans la rue. Et Fincher se dit ouais, j'ai rien à faire là en vrai. Il regarde son planning, il fait bon, j'ai rien à faire dimanche soir. Allez. Social Network 2, non, on va pas le faire. Il est toqué à Sony Pictures, et voilà. En fait, je vais pas faire des suites sauf si c'est pas les miennes à la base. En fait, il fait des missions d'intérim. Il s'est inscrit à Sony Pictures en intérim. Ils lui ont proposé ça. Il avait rien à faire. Il s'est dit vas-y. Ils l'ont appelé le mercredi matin. Dis-nous, t'es dispo là parce que Tarantino vient encore de nous péter un câble là. Puis t'entends Tarantino derrière qui fait fucking yeah, fucking better, motherfucker. Et ils disent David, écoute, Netflix, t'as encore des films avec eux. Là, Tarantino là, il commence à nous ouvrir un câble. Tu vois, tes derniers films, ils ont pas trop marché. Est-ce que tu voudrais pas reprendre un truc, tu vois? Et Brad lui a dit yeah, fucking yeah. Et du coup, voilà, David Fincher va faire la suite de Once Upon a Time in Hollywood. C'est un monde parallèle. C'est un monde... Et en même temps, pour les cinéphiles, je trouve que c'est une raison d'avoir une érection. Ouais. Vois, genre, c'est très érectile comme nouvelle. Pour mais là, il faudra ne manquer ça pour rien au monde. Je serai le premier dans la salle. S'il y a une salle, d'ailleurs. On ira le voir. Netflix, on ira le voir en avant-première. Et Jérôme Commandeur répondra aux questions à la place de David Fincher. Jérôme Commandeur est là pour répondre à la place de David Fincher et Quentin Tarantino. Écoutez, je sais pas ce que je fous là. Moi, je dois parler à la place de tout le monde, les gars. Alors, ce qu'on sait du film, c'est que ce sera centré sur Cliff Booth, apparemment environ 8 ans après l'intrigue originale. D'accord. Ce ne sera pas une suite directe comme telle, mais plutôt ce qu'on appellerait un follow-up basé sur le même personnage. Ok.
Donc peut-être une histoire parallèle de l'autre personnage, tout ça. Par contre, on sait que donc le film est tourné sous la bannière Netflix. Après, est-ce qu'il est tourné sous la bannière Netflix, mais il va sortir en salle? Bah, ils ont sorti. Ou est-ce qu'il va sur Netflix? Si on parle de Brad Pitt, tu vois, qui a fait F1, qui était censé, enfin, qui est un film produit Apple, qui devait sortir mais uniquement Apple sur sort Apple. beaucoup plus au cinéma que Netflix, j'ai l'impression. Bah, c'est vrai, même les derniers Scorsese. Bah ouais, c'est ça. Bah, le dernier, même tout court. Oui, parce qu'avant Scorsese, Netflix, du coup. Ouais, donc c'est vrai que le côté Netflix, parce que pour le coup, les derniers Fincher sont sortis sur Netflix et sur Netflix, quoi. Ouais, donc la question c'est, est-ce qu'on le verra en salle? J'espère, quand même, parce que ce serait du foutage de gueule de nous faire un truc sur le Hollywood terrible des années 70 et de pas le sortir en salle. Ce serait vraiment... Mais bon, c'est-à-dire en même temps, Fincher a fait un film sur un scénariste d'Hollywood dans les années 40 et il est sorti sur Netflix. À l'époque, Tarantino avait déjà parlé de... Alors, il y avait 2 projets en cours. Genre, un projet de faire la vraie série sur Rick Dalton, tu sais, son espèce de western. Mais DiCaprio, apparemment, n'était pas intéressé. Et de décliner, alors je crois que c'était... Non, ou alors il parlait des 8 salopards, je sais plus. Mais de faire une version en série. Une grosse version longue, découpée en 4 épisodes. Sur Netflix. J'avais entendu parler de ça à un moment. Je sais plus, je crois que c'était pour Once Upon a Time. C'était Once Upon a Time. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Oui, parce que Les 8 salopards, ça a été... À la base, ça devait être aussi une pièce de théâtre. Ouais, et qui avait dont le script avait entièrement fuité, il avait failli être annulé. Tarantino, faut qu'il arrête de se balader avec ses scénarios parce qu'à chaque fois il les fait tomber. Quand c'est Fincher qui les ramasse, ça va, mais quand c'est un gars qui va les liquer, c'est compliqué, tu vois. C'est vraiment, il les écrit dans le bus, il oublie la moitié des feuilles au Starbucks du coin, tu vois. Imagine, il écrit un film, c'est Wes Anderson qui les ramasse et qui fait genre. Et pourquoi pas? Tous ces gens du casting, je les ai dans mon carnet, moi, d'adresse. Donc je peux les faire, moi. Allô, Bryan Cranston et Tom Hanks? Vous êtes ok? Dans un scénario de Tarantino. Leonardo DiCaprio n'est pas encore confirmé. Peut-être une apparition, peut-être pas. Par contre, ce qui est confirmé, c'est Elizabeth Debicki et Scott Caan. Est-ce que tu vois qui est Scott Caan? De non, mais après en fait je sais que je l'ai vu et que je vois sa tête. Dès que je verrai sa tête, je verrai. Oui, c'est lui, je l'ai vu dans ça. Et Elizabeth Debicki qu'on a vu notamment dans Tenet. Il y a aussi Yahya Abdul-Mateen. Il y a des rumeurs qui parlent de Yahya Abdul-Mateen. Bah j'attends 30 secondes parce que j'ai pas réussi à faire mon code. Donc dans 30 secondes, tu pourras voir la tête de Scott Caan. Quand on sera passé à autre chose, n'hésite pas à nous dire ah oui, je vois qui c'est. Bon, on peut passer à du coup la suite de Fincher. Parce que Fincher, quand il marche dans les rues d'Hollywood, il ne trouve pas seulement le scénario de Tarantino. Mais en fait, en sortant des bureaux de Netflix... C'est ça, il sort des bureaux de Netflix après sa première réunion. On met une petite mise en condition. David Fincher, après sa réunion avec Quentin Tarantino, sort des locaux de Netflix et se fait accoster par... Ça y est, il a vu qui était James Caan. Il se fait accoster par le créateur de Squid Game, qui lui dit « Hey, David !» Ne voudrais-tu pas faire Squid Game aux États-Unis? Et David Fincher, qui décidément n'a aucun sens de l'agenda, regarde son agenda sur lequel il a oublié d'écrire qu'il faisait la suite de Once Upon a Time. Il lui restait une main de libre. Allez, il donne-moi ça. Bon, ok, je vais le faire. Et donc, David Fincher va être rattaché à un Squid Game américain. Et ça, c'est fou. Alors, ce qu'on sait très vite. Alors, Fincher est attaché au projet, cela dit, on ne sait pas comment. D'accord. Ah, ok. Il n'est pas confirmé en tant que réalisateur. Il ne va peut-être pas réaliser. C'est ça, producteur, voilà. Scénariste d'un ou 2 épisodes. Est-ce qu'il va faire comme Mindhunter, réaliser 1 ou 2 épisodes par-ci par-là? Ouais. Est-ce qu'il va être juste showrunner? En tout cas, il est producteur exécutif. Il est là. Voilà. Donc déjà, il est producteur. Donc ça va être un peu son univers, entre guillemets. Qui est d'ailleurs confirmé par la fin de Squid Game. Si vous n'avez pas vu la fin de Squid Game, bouchez-vous les oreilles. Passez de 15 secondes à la fin de Squid Game, on retrouve... Cate Blanchett. Cate Blanchett, tout à fait. Qui est une habituée quand même du cinéma de David Fincher. Ouais. Donc ça peut être super intéressant d'avoir un Squid Game aux États-Unis avec des enjeux sociaux différents, un rapport à l'argent différent. En plus, du coup, ce serait pas un reboot. Ah non, clairement pas. Ce serait pas ces fameux États-Uniens qui ont vu un projet, qui n'aiment pas lire des sous-titres et qui se disent ça a l'air d'être cool, je ne veux pas lire de sous-titres, je vais refaire le film. Non, c'est ça. Visiblement, il y a une démarche plus de continuité, d'explorer autre chose que de refaire simplement la même tambouille, quoi. Bah, c'est ça, comme ils ont fait pour directement après la sortie de Drunk, qui avait eu beaucoup de succès, où ils ont dit
Ça, on refait. Après la sortie du dernier Train pour Busan, ils ont dit ça, on refait. Même si là, pour le coup, ce sera comme Squid Game, ce sera plus rattaché au même univers qu'un véritable reboot. Mais on n'a pas de nouvelles d'ailleurs. Le Comte de Monte Cristo. Ah oui, le Comte de Monte Cristo, c'est vrai ça. Pareil, on n'a pas envie de lire des sous-titres, du coup, on refait le film. Donc le projet est encore à l'état de balbutiement, de pré-production. Il devrait y avoir un tournage bientôt, normalement. On annonce un tournage bientôt. Ça devrait se faire cette année. Ah ouais. J'ai vu passer ça, mais après, est-ce que les médias s'emballent, est-ce que tout ça, parce que forcément, il y a eu un emballement médiatique de folie. Tu m'étonnes. Évidemment, tout le monde a repris l'info. Tout le monde a repris l'info aussi en se disant que c'est Fincher qui allait le faire, c'est Fincher qui allait tout faire. C'est pas forcément vrai. Fincher va peut-être juste être sur une série, être tu derrière, délègues forcément. Mais c'est ça, surtout sur une série, bien sûr. Et puis il va être assez occupé. Enfin, je veux dire, encore une fois, on en parlait, mais forcément, au niveau emploi du temps, il va pas pouvoir tout faire en même temps. Est-ce que du coup, il y aura Brad Pitt dans Squid Game ? Le problème, c'est que rien n'est confirmé, n'est infirmé. En fait, on laisse planer un mystère là-dessus. Il y a que la présence de ce personnage à la fin de la série qui permet de relier au tout, mais rien n'est officiel encore, rien n'a été dit, donc on ne peut que supposer ce que ça va être. Je suppute beaucoup, en ce qui me concerne. Moi je passe mon temps à supputer. Je suppute un max. Je suppute énormément. On pourrait imaginer un Squid Game américain, qu'est-ce que ça peut être comme épreuve aux États-Unis, plus le stand de tir. Ouais, des jeux plus occidentaux, parce que c'est vrai que après, l'avantage de Squid Game, c'est qu'il permet de découvrir beaucoup de jeux de cours de récré que nous on ne connaît pas. C'est vrai, ouais. Parce qu'ils reprennent voilà, le 1, 2, 3 soleil, le cache-cache là dans la saison 3, donc voilà, c'est des classiques. Pierre feuille ciseaux peut-être. On l'a vu un peu le Pierre feuille ciseaux dans la saison 2. Mais je sais pas, genre la marelle. Ce serait super drôle. Mais la marelle, c'était un peu comme le pont en verre, tu sais, qui s'effondrait dans la saison 1. Ouais. Ou est-ce que, en plus, genre, ce serait différent, parce que la Corée, c'est pareil, genre géographiquement, t'as plein d'îles. Oui, bien sûr, ouais. Ouais, là, il faudrait trouver... Comment est-ce qu'ils vont situer ça ? Est-ce que ce sera plutôt genre dans une base en plein milieu du désert ? Ouais, dans le Nevada. Dans le Nevada, une grande base dans le Nevada. Dans des souterrains. Et du coup, au lieu d'avoir cette intrigue avec le gars sur son bateau qui cherche l'île, t'as un mec qui tourne avec sa Jeep dans le Nevada. Ouais. Oui, mon frère. What a fucking brother. Et il croise Josh Brolin avec une mallette et Tommy Lee Jones. Non, ouais, Michael Fassbinder. Oui. C'est Michael Fassbinder qui cherche son frère comme ça dans sa Jeep. Where is my fucking brother? Est-ce que ce sera politisé? Enfin, est-ce que... Ouais. Mais je pense qu'il y aurait... Moi, j'aimerais trop voir un Leonardo DiCaprio, tu vois, qui fait genre... J'ai déjà joué à ce jeu avant. Alors ça, c'est pareil. Est-ce qu'il va y avoir un casting de stars, entre guillemets? Alors que ce sera Netflix. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais parce que Netflix, ils ont tellement une base aussi de... ils ont leurs propres acteurs. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il va y avoir des acteurs Netflix? Parce que les grands acteurs de cinéma, tu les ramènes très difficilement sur des séries Netflix. Hein. Ouais, mais sur des films Netflix, Fincher, il peut le faire. Voilà, c'est ça. Tu vois? Oui, attends, parce qu'en fait, ils ont annoncé Squid Game par Fincher, mais est-ce que ça a été officialisé que ce serait une série? Alors, d'après ce qui est dit... Pour l'instant, d'après les dernières rumeurs qui circulent, ce serait une mini-série. D'accord. On est sûr de rien, mais oui, il y a une mini-série. Donc d'ici là, est-ce que le projet évolue en un film en plusieurs parties, par exemple? Oui, bien sûr, mais tout peut arriver de toute façon. Hein. Et le projet a le temps d'être annulé 15 fois aussi. Hein. Également. Mais moi, j'espère si vous ne voyez pas qui c'est, tapez son nom, vraiment, il faut voir cet homme, c'est Holt McCallany. Oui, qu'on aime beaucoup, qui est un acteur habitué de Fincher, qui était déjà dans Mindhunter. J'espère le retrouver là-dedans, parce que je trouve leur collaboration très belle. Et lui, tu sens qu'il le suivrait jusqu'au il a parlé d'ailleurs, Holt McCallany, d'une potentielle suite de Mindhunter. Oui, et ça, j'espère vraiment beaucoup. Il s'est exprimé là-dessus. Parce que c'était hyper abrupt. La fin de la saison 2, c'était hyper abrupt et j'ai encore de la rancœur envers ceux qui ont décidé l'annulation de cette série, parce que putain, c'était bien. Quoi. On peut passer au dernier sujet. On passe au dernier sujet. Pas des moindres. Et alors là, c'est le plus gros des petits sujets. Q007. Doom. Sonic Ape! My name is Bond. How dare you use the voice? James Bond. I am Paul Muad'Dib Atreides, Duke of Arrakis! La saga James Bond s'est arrêtée avec le 5e film de Daniel Craig, No Time to Die, en 2022 2023, je crois.
donc qui marquait vraiment genre la conclusion de l'arc Daniel Craig, voilà, qui déjà devait s'arrêter avec c'était Spectre, je crois, avant. Ouais, c'était Spectre avant. Ils avaient déjà dit parce qu'ils avaient eu le méchant, le grand méchant. Ouais, c'est ça. Et finalement, ils ont rempilé quand même pour un dernier, pour faire une vraie conclusion. Et depuis. Alors, depuis tout ce qui s'est passé, en fait, c'est que Amazon a racheté la MGM. Voilà. Pour plusieurs milliards, il me semble. Oui, j'ai pas le prix en tête, mais ça doit être assez beaucoup. grosse somme. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas cette somme. C'était pas bradé, en tout cas. Amazon a racheté le studio MGM. Et on s'était posé des questions sur la suite déjà de la saga. C'est ça. Et ils ont récupéré tout James Bond les droits qui appartenait aux brocolis. C'est ça. Pas aux légumes. Pas du tout les légumes. Pas du tout les légumes. C'est le nom de la personne. Les gens brocolis, qui sont les producteurs historiques de James Bond en fait. Ouais, tout à fait. Qui sont là depuis le début et qui ont vraiment une mainmise et une vision sur tout. C'est ça. Même sur les derniers films. Et donc maintenant c'est Amazon qui possède tout. L'univers de James Bond, tous les droits de James Bond. Et ils étaient dans une grosse galère parce que en fait ils n'arrivaient pas à sortir de l'arc Daniel Craig. Ils étaient vraiment au point mort sur comment faire pour trouver un nouvel acteur, qui on trouve, qu'est-ce qu'on fait de James Bond en fait concrètement, qu'est-ce qu'on en fait. Et donc ils ont proposé à plusieurs réalisateurs, dont un certain Denis Villeneuve, qui à l'époque a dû refuser parce qu'il finissait Dune, mais qui avait quand même témoigné son intérêt de réaliser un jour un James Bond. Le temps fait son affaire. C'est chose faite. Le temps fait son affaire. Denis Villeneuve va réaliser un James Bond, agent 00 Dune. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on sait sur ce James Bond ? Alors déjà, j'ai l'impression que le fait d'avoir vraiment nommé quelqu'un à la tête du projet, ça va déjà accélérer les choses. Alors déjà, c'est pas un yes man qu'ils ont embauché, donc c'est vraiment quelqu'un qui aura une vision sur les scénarios, sur la production, tout ça, donc qui aura vraiment, qui va imposer sa vision à lui, son James Bond. Tout de suite après son annonce, on a déjà eu des acteurs favoris qui ont été... Alors on peut pas parler d'annonce pour des suppositions d'acteurs, mais voilà, il y a eu 3 noms qui sont mis à circuler. Alors techniquement il y en a eu 4 parce qu'il y avait aussi Aaron Taylor Johnson. Mais comme il a dit qu'il voulait un James Bond plus jeune, il y en a eu 3 qui ont été retenus. Tom Holland, Jacob Elordi et Harris Dickinson. Moi, Tom Holland, ça m'étonnerait. Tom Holland avait parlé, il avait témoigné de son envie de faire un James Bond. Mais en même temps, Tom Holland, c'est déjà Spider-Man. C'est déjà le héros de Uncharted. Ouais. C'est déjà un acteur qui porte énormément de choses sur ses épaules, de saga, de tout ça, tu vois. Je me dis, un Harry Dickinson. Harry Dickinson, ça peut être lui, cool. Il porte peut-être un peu moins. Il porte moins, il a déjà fait de l'espionnage. C'était lui qui était dans, il me semble, dans Kingsman, première mission. Oui, il jouait le fils de Ralph Fiennes. C'est ça. Il jouait son fils. C'est ça. Et donc lui, il peut être hyper intéressant parce qu'il n'est pas encore identifié, je pense, par le grand public. Non. Et donc il peut être facilement modulable pour ce genre d'univers. Alors ce qui concerne Jacob Elordi... encore moins identifiable, je dirais. Encore moins identifiable, mais... En fait, je sais pas. Moi, j'ai beaucoup de mal à imaginer Jacob Elordi en... en fait, moi, j'ai du mal à l'imaginer dans le rôle, mais physiquement, je trouve que c'est celui qui irait le mieux. Si tu te bases juste sur le physique, physiquement, c'est lui qui match le mieux. Ouais. Mais en termes d'interprétation de jeu, je pense que là, je tournerais plus sur Harris Dickinson. Ouais, moi aussi. Je pense que j'irais plus vers Harry Dickinson. Parce qu'il a déclaré qu'il voulait faire un James Bond plus jeune, en respectant la saga, parce qu'il est très très fan de la saga. Mais il a dit que ce serait pas adapté d'une nouvelle de Ian Fleming. Donc ce serait quelque chose d'original. Ouais, et alors intéressant, c'est qu'il va pas avoir le Final Cut. Ah bon ? Non. Il n'aura pas le Final Cut. Ouais, okay. Apparemment, de ce que j'ai vu, il n'aura pas le Final Cut parce que c'est Amazon qui contrôle tout. Et yes. Après, ce qu'on peut espérer pour ce James Bond, c'est, tu vois, la violence de Sicario. Oui. Tu vois, une violence brute, quelque chose de plus tangible, de plus palpable. Très près du corps. Ouais, c'est ça. Sicario, très près du corps. T'as pas la caméra qui vient faire des gros plans d'ensemble sur des explosions ou quoi. C'est vraiment genre la caméra est au sol avec les acteurs. La scène de l'autoroute de Sicario est particulièrement violente. Et en même temps, celle-là, elle me rassure pour un James Bond. Tu vois, je me dis, là, il peut être collé à son James Bond et c'est un truc... qui peut faire de l'action. Ouais. Et du coup, de l'action, en même temps, genre voilà, le fait que Denis Villeneuve fasse moins de grandiloquent, d'impressionnant, ça peut peut-être aussi rassurer parce que je trouve que James Bond a complètement perdu dans les derniers films ce côté espionnage.
Oui, c'est vrai. C'est plus devenu genre une saga d'action à la Jason Bourne, Mission Impossible, tout ça, que vraiment d'espionnage en fait. Bah en fait c'est depuis Pierce Brosnan. Pierce Brosnan, c'était du pam-pam boum boum de c'est partout. C'est que ça t'explose des villes, quoi. Ouais. Ça t'explose des Bah villes oui, entières, quoi. Vraiment, la C'est moitié de la Russie a été défoncée par Pierce Brosnan. Hein. Le film, là, je sais plus c'est lequel, avec cette espèce de palais de glace où t'as un immense laser géant. Putain, je sais plus comment ça s'appelle. C'est celui avec Halle Berry, non? Oui, c'est celui-là, complètement lunaire, d'immenses lasers géants sur la... en mode, mais c'est un James Bond que je regarde. Et ouais, donc ça s'est perpétré avec Daniel Craig, vraiment, voilà, héros bourrin d'action. Bah, de toute façon, Daniel Craig avait ce côté genre beaucoup plus bourru. Oui, bah alors... Et beaucoup moins classe britannique. Ouais, alors c'est vrai que... Ouais, mais ça, tu vois, je trouve qu'on le perd. Dans les derniers, il retrouve un peu ce truc-là. Lui, du coup, il fait l'inverse, voilà. Ouais. Parce que dans le premier, je me souviens que Casino Royale démarre par une scène en noir et blanc, où il tape un mec dans les toilettes et où tu sens le coup de lavabo, quoi, tu vois. Il y a vraiment cette brutalité. Et moi je suis un grand partisan de ça. En fait, pour moi, James Bond, ça aurait dû être un retour à cette... ce truc un peu... tu sais, c'est dépassé, cette espèce de héros toujours hyper classe. Bah alors oui, un peu macho, tout ça. James Bond, c'est quelqu'un qui doit se salir les mains, en fait. Bah ouais, pour moi, il faudrait un mec, tu vois, c'est pas un héros. qui fasse pas exploser des villes, mais qui prenne des coups à la John Wick, tu vois. C'est pas un héros, en fait. On l'envoie faire le sale boulot, littéralement. Moi, j'aurais bien vu un vieux James Bond façon Tom Hardy, tu vois. Un vieux James Bond qu'on ramène au MI6. C'est ça, un vieux désabusé, c'est ça, qu'on vient rappeler, ça pourrait être... Genre, tu sais, le MI6 a été contaminé, tout ça, tous ces agents, on s'est passé les traîtres et tout. Du coup, on rappelle James Bond qui a été viré il y a quelques années, tu vois. On va retrouver un vieux Tom Hardy qui revient pour casser des dents, à qui on redonne son permis de tuer, tu vois. Ouais. Et qui revient pour chercher la top, et pour, tu vois, tu reviens plus à ce côté de l'espionnage. Ouais, côté passage ce côté de pouvoir. top, ce côté, voilà. Et en même temps, ce côté brutal et bourru, quoi, tu vois. Parce que en fait, ce truc du héros qui ne se prend aucun coup, qui n'a aucune cicatrice, ça bah surtout saoule, que James Bond, je crois que c'est 25 films. Hein. Attends, je l'avais noté. Alors c'est pas la plus grande saga du cinéma. Les chiffres de James Bond, c'est 25 films officiels. Voilà, 25 films. C'est plus de 19 milliards de dollars de recettes pour tout. C'est 7 acteurs, 12 réalisateurs. Donc c'est déjà, tu vois, en fait, il y a tellement eu de facettes d'explorer de James Bond. Je me dis, il faut qu'on... Moi, j'ai peur qu'il nous fasse ce truc actuel qu'on a dans beaucoup de films, c'est le retour aux origines, tu vois. Parce qu'il veut un jeune James Bond. Est-ce qu'il va nous faire un jeune James Bond en formation façon Tom Holland dans Uncharted? Ce serait trop facile, tu vois. Ce serait trop facile. Bah, ce serait trop facile et en même temps, c'est la mode. Et en même temps, ce serait dans l'air du temps. Hein. Kingsman, ce serait... Ça a déjà été fait, donc ce serait dommage. Et c'est pour ça que Tom Holland, je trouve que physiquement, fait encore trop jeune. Même dans la voix, en fait, il fait encore trop jeune. Et du coup, prendre un James Bond, pas en formation, tu vois, qui a déjà débuté avec Tom Holland, j'y croirais pas. Ouais, bien sûr. Ouais. Je suis en mode non, il est encore un peu trop bébé. Ouais. Là, j'y crois pas qu'il est déjà expérimenté. Jeune, oui, mais voilà, c'est pour ça que voilà, c'est pour ça que je trouve que Jacob Elordi, physiquement, c'est vrai colle que oui, plus. Jacob Elordi, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et en plus, Jacob Elordi est plus, il est pas ultra carré non plus, tu vois, genre il est un peu plus fin. Il pourrait revenir à ce côté dandy, tu penses? Ouais, c'est ça, genre pour moi c'est... Bah en fait c'est James Bond, c'est un espion, donc il doit pas se faire remarquer non plus, trop. Donc si c'est un mec voilà, qui sait pas boutonner ses chemises parce qu'il a trop de pectoraux, pour moi ça marche pas, ouais, sûr, ça fait un peu trop, ça fait trop. Ouais. Donc de ce qu'on sait, en tout cas pour l'instant, il devrait pas y avoir de sortie avant 2028, évidemment. Ouais, minimum, ouais, forcément. Le temps de tout faire. Là il y a bientôt Dune 3 qui sort, donc après ça normalement Denis Villeneuve sera libre. Et donc il y a aussi Sydney Sweeney qui a été approchée pour être une James Bond girl. Ouais. En fait j'ai très peu d'avis parce que j'ai vu trop peu de choses avec Sydney Sweeney. Je ne vois pas... Bah, en fait j'ai pas vu Euphoria donc... Moi non plus. La seule chose que j'ai vue, c'était le film où elle joue. C'était une histoire vraie sur une femme qui bosse à la NSA, je crois, qui balance des leaks. Qui témoigne. On en parlait tout à l'heure. Ouais, j'ai vu les bandes annonces. J'ai pas vu le film, mais j'ai vu les bandes annonces. C'est sympa, mais elle m'a pas vraiment marqué en fait, donc j'ai pas trop d'avis là-dessus. Bah, moi, vu que j'ai vu Madame Web avec elle, j'ai pas non plus un avis. C'est vrai que t'as vu Madame Web. Oh là là, mon Dieu. Fais quand même confiance à Denis Villeneuve. Alors, j'avoue, j'ai pas été ultra touché par Dune.
Moi non plus. C'est pas des films qui m'ont le premier comme le deuxième. Hein. Je sais qu'ils ont beaucoup marqué et c'est cool, c'est tant mieux. Mais moi, vraiment, ils m'ont pas. Alors, par contre, j'avais adoré son Blade Runner. Oui, bien sûr. Adoré Premier Contact. Ouais. Je garde des très très bons souvenirs de Prisoners. Ah, c'est l'un des seuls que j'ai pas vu. J'ai pas. Ennemi, j'ai pas. J'avoue, il m'est passé au-dessus. Ennemi. Ennemi, c'était sa tentative un peu Lynchiano-glazeresque. Ouais, vraiment. C'était un peu. Et ouais, Ennemi, il y avait un gros côté, encore une fois, démerde-toi sur le sens, quoi. Et Sicario, du coup. Et Sicario, t'en as pensé quoi j'ai vu aussi. Bah, moi, j'ai bien aimé. Et ça m'a rassuré, du coup, pour le James Bond. Ouais. Mais en fait, un truc que je me suis dit en voyant Sicario, c'est que. Je vais pas non plus adorer le film. Je sais pas si je vais le revoir ou quoi, peut-être ça m'arrivera un jour. Mais je sais que c'est un film dont je vais me rappeler. Ouais. Et même si Ennemi, j'ai pas aimé, Les Dunes, j'ai pas aimé, genre Denis Villeneuve, il a un cinéma qui marque, je trouve. Ouais, bien sûr. Même si ces films, tu les vois qu'une seule fois, ils te marquent. Mais en fait, je pense que tous ces films, d'ailleurs, à Denis Villeneuve, je les ai tous vus qu'une seule fois. Et pourtant, je me rappelle de tous. J'ai dû voir qu'une seule fois. Parce que Prisoner, je l'ai vu il y a super longtemps, je me rappelle très bien. Premier Contact, je me rappelle très bien, tu vois. Blade Runner, c'est pareil. Est-ce que tu as vu sa période d'avant Blockbuster, Incendie, Polytechnique? Et non, j'ai pas vu cette période-là. Ça, c'est particulier aussi. Hein. Incendie, donc l'adaptation de Mouajid Mouawad, la pièce de théâtre, c'est l'un des films qui te marque au fer rouge, je pense. C'est très très dur psychologiquement. Et Polytechnique, sur la véritable tuerie masculiniste au Québec, où un jeune homme avait tiré sur les filles d'une école polytechnique, du coup. Ouais. Et pareil, il y avait un sens de la maîtrise. En fait, il y a une espèce de... Ça serait bizarre à dire, mais de pureté, en fait, tu vois, chez Villeneuve. Un truc un peu où il t'enlève toute fioriture, tu vois. Et ça, en même temps, ça peut être rassurant pour un James Bond, tu vois, qu'il essaie pas d'en faire trop, qu'il reste bien sûr. avec cet esthétisme de Blade Runner, cette brutalité de Sicario et cette absence de fioriture d'à peu près tous ces films. Tout le reste. Là, ça peut donner confiance, je pense. Ouais, bien sûr. Donc, hâte de voir. Ces deux débiles ont laissé passer l'info. Mickey Madison de Anora et Jeremy Allen White de The Bear sont envisagés pour jouer dans Social Network partie 2, tout comme Jeremy Strong qui pourrait incarner un Mark Zuckerberg plus vieux. Steven Knight, le créateur de Peaky Blinders, a été engagé pour écrire le nouveau James Bond. Et je tiens à rajouter que le tournage de la suite de Once Upon a Time in Hollywood a déjà commencé. Et aussi, le truc qu'on n'a pas dit, c'est que c'est un réalisateur du coup canadien. Québécois, c'est ouais. ça, franco-canadien. Ouais. Donc pas un réalisateur britannique, ce qui on l'avait vu, n'arrive pas très souvent dans la saga James Bond en fait. Oui, c'est vrai, ouais. Mais du coup, est-ce qu'on peut espérer peut-être un acteur français pour James Bond? Pourquoi pas Jean Reno. Mais alors, il veut un jeune. Du coup, Raphaël Quenard. Pourquoi pas Raphaël Quenard en James Bond, j'ai envie de te dire. Ça donnerait un truc du genre... Pierre Ninet, François Civil. Cessez de balafrer le MI6, parce que là, il y a des cocards qui vont partir dans les gueules. Pierre Ninet en James Bond, moi je trouve ça pas mal quand même. Bah tu sais quoi, vu que tout le monde trouverait ça pas mal, moi je me dis, bah moi je casterais Pierre Ninet en méchant. Ah, en méchant avec une cicatrice, et François Civil en James Bond. Et François Civil en James Bond. Pas mal. Ou Benoît Poulvord. Ok, et en M? En M Donc on a François Civil en James Bond. Ok. Pierre Ninet en méchant. Donc les deux frères, tu vois, les deux frères de Fauve, PNL. Tu vois, un peu PNL-esque, tu vois. Genre, ils ont fait leurs études de MI6 ensemble, et il y en a un qui est parti du côté vendre des armes, tout ça. Tu vois, ouais. Donc on a François Civil en James Bond, Pierre Ninet en méchant à la balafre, tu vois. Ok. M. Brigitte Bardot. Va te faire. Donc M, tu mettrais un personnage féminin déjà. Bah parce qu'en fait moi j'ai été marqué par le M de Judi Dench. Ah oui, ok, ouais. Qui pour moi, en plus, elle était déjà là dans ceux avec Pierre Brosnan. Tu l'as ou pas? Emmanuel DeVos. Emmanuel DeVos, ok. Donc Emmanuel DeVos, une actrice en de M. sa trempe, tu vois. Ok, Emmanuel DeVos en M, ok, ou très bien. Catherine Fro, tu vois, je sais pas, genre quelqu'un... Catherine Fro en vrai. Ça pourrait être genre un rôle un peu à contre... Catherine Fro, ouais. Tu sais que c'est pas mal ça. Catherine Fro, j'aime bien. Ok, très bien. On continue d'imaginer alors tiens, toi, la James Bond Girl. Alors James Bond Girl. Tu mettrais qui James Bond Girl? En fait, l'idée d'une James Bond Girl, ça me saoule un peu, tu vois. Je préférais, tu vois, un personnage à la Anna de Armas,
qui n'est pas une James Bond girl. Qui est son double. Voilà. Qui est son double. Ouais, ok. Plus intéressant comme ça, après ça, il y en a plein. Moi, je mettrais genre une... Celle qui était dans... Anna Maria Bartolomei. Alors, elle, ouais, ça j'y ai pensé, elle était dans un coin de ma tête. Et aussi celle qui est dans Mascarade. Ah Marine Vac. Marine Vact, ouais. Marine Vact. Ok, pas mal. Pour être cool. Pas mal. Qui est-ce qu'on verrait dans Q? En Q. Waouh. Alors là, c'est pareil. Là, ça... Ouais, mais en fait, t'as deux écoles. Est-ce que tu prends un jeune ou un vieux? Justement, t'as deux écoles. T'as le vieux, le très jeune savant. Alors, par contre, je veux juste rajouter qu'en homme de main de Pierre Ninet, on met évidemment Raphaël Quenard, parce que lorsqu'on met Raphaël Quenard en homme de main, tu sais, avec des dents en argent. C'est ça, c'est l'équivalent de Dave Bautista dans c'est ça. Je sais plus lequel. Tu mets avec des dents en argent Raphaël Quenard, tu sais. Et alors en Q, Pierre Richard. Il est trop vieux pour Q quand même. C'est trop vieux, un peu déjanté, tu vois. mais non, mais attends, dans ce cas, tu mets Fabrice Lucchini. Fabrice Lucchini, j'y ai pensé. Mais attends, mais regarde les James Bond avec Pierre Brosnan, Q, c'est un vieux croulant. Ouais, c'est vrai. Alors, Thierry Lhermitte. Christian Clavier. Ah ouais, Christian Clavier, ouais. Parce que là, on est sur les vieux, mais en vrai, Raphaël Quenard qui t'explique comment ça fonctionne. Qui t'explique les gadgets avec son phrasé, tu sais. Ok, et écoute, je veux voir ce film. On a le casting parfait. Je veux voir ce film. N'hésitez pas à y penser, vous aussi. S'il y a des producteurs qui écoutent. S'il y a des producteurs qui écoutent, on a un James Bond français on a qui est les pas mal, idées, en vrai, ouais. qui va coûter un max de blé. Je pense que ça va coûter autant que le Astérix de Guillaume Canet. Sauf que nous, on pourra pas dire que c'est à cause du Covid. Donc, pas de bol. Si jamais vous avez des questions, demandez à Jérôme Commandeur. Et en vrai, Guillaume Canet pourrait réaliser un James Bond. Et lui, il reprendrait toute sa bande, tu vois. Il pourrait, parce qu'il a... Gilles Lelouch, en vrai, on l'a pas casté dedans, mais... Moi, je pensais à Gilles Lelouch. Mais je pensais à Gilles Lelouch, tu sais, en président français. Genre celui qui donne les ordres de MI6, tu vois. Celui qui vient remonter les bretelles. En politique, c'est ça, qui fait pareil, c'est ça, ministre de la Défense, un truc comme ça. De fou. Et tu sais, il donne des infos très tout, genre, tu vois. Il est pas clair, quoi. Oh, pas mal. Adèle Exarchopoulos. Il faut qu'elle soit dedans. Mais ouais, Adèle Exarchopoulos, elle a son propre... La fausse gentille vraie méchante. C'est ça, elle a son propre truc. Elle est ni avec le MI6, enfin ni avec la DGSE. Ouais. Ni la DGSE, du coup, ni avec les méchants. Alors du coup, vu que c'est un film français, ce sera des méchants belges. Ouais, Benoît Poulvorde. Du coup, il faut caster Benoît Poulvorde. Benoît Poulvorde en Q. Et Cécile de France. Une veuve, tu vois. Une des veuves que James Bond va voir et tout, et qui sait pas faire et qui va l'attaquer au couteau. Et du coup, on reparle de... Oui, oui. Tu vois. Oui, oui. Et en vieux James Bond, passage de relais, on met Vincent Cassel. De fou. Non, tu sais, c'est dans la scène du début, le mec qui se fait tuer... genre putain, c'était le mec le plus expérimenté du M6 et il s'est fait quand même tuer et tout, nanana. Jean Dujardin, un mec comme ça, tu vois, genre tu prends un grand acteur et tu le fais à contre-pied, tu le tues dès le début. Carrément, dès le début, tu le tues dès le début. Bah ouais. Comme le mec au début de Mission Impossible, tu sais, qui se fait tuer par Léa Seydoux. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça, genre tu es en mode ça va être un grand mec et non. Ok, bon, on a le film, on a fini. On a le film. Écoutez, on a le James Bond, n'hésitez pas à nous contacter MGM, Amazon. Du coup, n'hésitez pas à nous contacter. Denis, si tu passes par là, Denis Villeneuve. Disponible au 06 18 20. Ça fait déjà beaucoup d'infos pour une capsule, ça fait déjà beaucoup d'infos pour une émission. Je sais pas combien vous aurez au montage. Nous, on a à peu près 1h50 de rush. Ouais. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, j'espère que vous avez appris quelques trucs ou tout au mieux vous avez esquissé un sourire. Si on vous a peut-être donné envie, voilà, de vous intéresser, de faire votre propre sur les cas. Ouais, c'est ça. S'il y a des trucs dont vous n'étiez pas au courant, si on essaye aussi de pas surfer que sur les infos qu'on a, et du coup, ça nous permet aussi de parler d'autres films et de peut-être vous intéresser à ces autres films, c'est le but aussi. Et puis on se retrouvera bientôt de toute façon pour une autre capsule dans laquelle on abordera éventuellement un homme qui ne sait pas mettre un slip. Je parlais pas de... Je parle de Superman, hein. Ouais, bien sûr. Okay, c'était un plaisir, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour une autre émission. C'était Mauvais Cut, et on n'a toujours pas de phrase de conclusion. Du coup, ça s'arrête maintenant. Ok. Maintenant. Abandonne-toi au côté obscur. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. Mon nom est Maximus Decimus Meridius. Je suis fatigué, patron. Arrêtez ça. Arrêtez, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous intéresse plus. Tu me veux, je suis là. Il n'y a rien de mal à ce qu'un homme prenne du plaisir dans son travail. C'est du cri de se faire engueuler par un con pareil.